Dans ce livre, on parle de détection. Il se passe quelque chose d'exceptionnel sur ton premier ballon. Et premier ballon, je roule sur le ballon, ma tête elle tape le sol. Mon gars, tu vas vraiment faire ta mi-temps, tu vas rentrer chez toi. C'est également la rencontre de deux personnalités, on pourrait dire atypiques, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'hypersensibilité? de HPE, haut potentiel émotionnel, qui fait partie des hypersensibilités. Est-ce que c'est un frein pour un joueur d'être hypersensible, tu penses? C'est un frein s'il ne le sait pas. Mais justement, est-ce que tu peux nous donner la différence entre un pervers narcissique et une personne toxique? Collision, c'est une préparation mentale sous couvert d'une histoire vraie. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un nouveau contenu qu'on vous propose et je suis très content de vous accueillir sur Rectangle TV. Je sais que vous nous suivez sur pas mal d'événements, pas mal de choses, notamment sur notre compte Instagram. Je suis vraiment très content d'avoir mon invité, je vais le laisser se présenter tout à l'heure. Mais n'hésitez pas, donnez de la force, activez la cloche, envoyez-nous vos messages, ça fait toujours plaisir de les lire. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre la page Rectangle TV. C'est parti. Alors, aujourd'hui, c'est un contenu spécial parce que pour le premier épisode Rectangle TV, on va s'attaquer à YouTube, on va faire la promotion d'un livre. Et ce livre, c'est Collision by Lambda. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais laisser mon invité se présenter et on va parler de tout ça en précision. Est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas? Salutations, comment on va avant tout? Ça va très bien et toi? Écoute, la forme. Écoute, moi c'est Lambda, comme le précise le livre, auteur du coup et également préparateur mental. Voilà pour la petite présentation sommaire. Là, pour ceux qui ne connaissent pas ton livre, je rappelle déjà pour tous ceux qui veulent avoir ton livre, où est-ce qu'on peut se le procurer, ce livre? Alors il est disponible sur Amazon en auto-édition. Et donc voilà. Ok, et du coup, on va rentrer petit à petit sur le livre. Mais j'ai une première question. Tu sais, nous, on se pose toujours la question. Souvent, on a envie d'écrire. Souvent, on nous dit que certaines histoires sont belles à peut-être mettre sur un livre. Comment on écrit un livre? Comment ça se passe quand on a envie d'écrire son livre? Par quoi tu es passé pour écrire ce livre? Déjà, il faut avoir l'idée, il faut avoir l'envie. Moi, c'est une autobiographie, donc c'était beaucoup plus facile. Après, quand bien même c'est une autobiographie, c'est pas simple l'écriture. C'est vraiment compliqué. Je veux pas décourager certains, mais voilà, faut avoir le temps, faut avoir la patience, faut beaucoup de relecture et, euh, et voilà. Est-ce que c'est compliqué de mettre son livre sur... Parce que là, voilà, là on a finalisé, tu as écrit ton livre, tu as eu la patience, tu as tout ça. Mais pour que ça soit publié ou disponible sur Amazon, c'est quelque Ouais. chose de compliqué ou pas forcément? Pour ma part, en fait, si tu veux, moi j'ai fait le choix d'opter pour l'auto-édition. C'est quelque chose qui collait vraiment avec ma personnalité parce que j'ai une mainmise parfaite sur mon livre. De la couverture jusqu'à la dernière page, c'est un peu le contraire de ce qu'on appelle la maison d'édition. Et voilà, pour moi, c'était le meilleur compromis en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Et puis voilà. Ok, et du coup, pour revenir un petit peu au livre, Ouais. pourquoi avoir écrit un livre et pourquoi Collision en fait? Tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton livre et pourquoi Ok. le nom de Collision? Bah, tu veux, dans ce que tu me demandes là, dans le monde de l'édition, on appelle ça pitcher un livre. Donc, ouais, je vais te le pitcher. Donc, je vais te le faire en 3 points. Donc, si tu veux, en premier lieu, Collision, c'est une préparation mentale sous couvert d'une histoire vraie. Préparation mentale sportive, car on y voit un ballon de foot, mais qui peut s'étendre sur bien des choses. C'est ce qui m'amène au deuxième point. Dans ce livre, on parle de voyage. Donc, qui dit voyage dit dépaysement, qui dit dépaysement dit adaptation. Dans ce livre, on parle de détection. Qui parle de détection dit test, dit essai. Dans ce livre, voilà, on parle de psychologie, de résilience. Et donc, voilà. Et ensuite, le troisième point, c'est également la rencontre de deux personnalités, on pourrait dire atypiques. Le premier, c'est une personnalité avec un profil dit HPE, haut potentiel émotionnel, qui est une branche de l'hypersensibilité, qui rencontre un autre profil assez spécifique aussi, qu'on appelle le PN, le pervers narcissique. Et cette rencontre, en fait, elle influe sur le genre du livre. Et tout ça, c'est ce qui donne naissance à Collision. En tout cas, tu as dit pas mal de bonnes choses, tu as dit pas mal de choses très intéressantes. On va y revenir, on va vraiment y aller crescendo. Mais c'est vrai que voilà, le tout, là, je voulais vraiment commencer par vous faire du coup découvrir un livre très intéressant. Je sais que voilà, tous ceux qui sont sur Rectangle TV, ils aiment le foot.
Bien évidemment, on n'est pas là que pour parler de foot et ça, on l'expliquera sur d'autres volets. Mais là, on est sur quelque chose qui va vous intéresser. Vous aimez aller, justement, il y a plein de gens qui ont envie d'aller faire des détections, qui ont envie d'aller découvrir le monde, qui essayent d'être professionnels et qui ont des fois, qui ne savent pas comment faire. Là, vous avez un peu l'histoire de quelqu'un qui vous raconte de comment son aventure s'est passée. Mais au-delà de vous la raconter, il vous donne des astuces et des billes. On va y revenir. Mais pour parler un petit peu précisément un petit peu et mettre un petit peu les gens dans leur contexte, explique-nous tout à l'heure, tu nous as parlé d'une biographie, mais du coup, c'est ton histoire. Mais pourquoi tu as choisi d'appeler ton personnage Lambda? C'est le nom d'auteur, Lambda. Et pourquoi j'ai appelé comme ça? Parce que il y a une expression qui dit Monsieur Tout le Monde. Et si cette expression elle avait un prénom, ça allait être Lambda. Et j'ai estimé que l'appeler Lambda, déjà, c'est de prendre la hauteur sur ma propre histoire et de montrer en fait que c'est une histoire qui peut arriver à tout le monde. Donc en fait, Lambda, c'est aussi un moyen de faire en sorte que tout le monde puisse se reconnaître dans cette histoire parce que c'est Monsieur Tout le Monde. C'est vrai qu'il y a tellement de gens qui vivent et qui vont, parce que tu vois, tu vas parler et vous allez voir, hein, c'est vraiment une aventure où un joueur de foot va vouloir aussi justement avoir un contrat professionnel et par ça, il va traverser déjà son pays, mais voir aussi beaucoup de monde et se rendre compte aussi des réalités de ce que ça peut faire. On va y revenir bien évidemment, mais je vous mets juste un petit peu les bases de ce livre-là pour qu'on puisse un petit peu y échanger. Et concrètement, là, ma première question aussi, tout à l'heure, on parlait du côté éditorial, mais là, on est dans l'ère du numérique. Tu vois, il y a des Netflix, il y a les séries, il y a plein de choses. Pourquoi avoir choisi d'écrire un livre et pourquoi maintenant? Parce que, comme tu me disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui t'est arrivé il y a longtemps. Écoute, je vais te faire ça sous la forme d'une anecdote. Tu sais, j'ai un ami, une salutation à lui, il va se reconnaître. Il avait ouvert un resto. Tu vois, donc c'est le côté anecdote. Tu sais, il avait ouvert un resto. Et c'est un Sénégalais avec d'autres origines et il est aussi très imprégné par la culture américaine, donc il est souvent allé là-bas. Et il a voulu mélanger ce concept américain avec ses origines. Et là, il a ouvert un resto assez particulier où on y mêle hot dog et certaines recettes sénégalaises, à savoir du yassa, du mafé, etc. Donc c'était un combiné des deux, tu vois, un combiné des deux cultures. De base, moi, j'étais dubitatif. Il va l'entendre là, il ne le savait pas. Et donc, il a ouvert son resto. Je suis parti là-bas pour donner de la force, tu vois. Et comme je te dis, de base, j'étais dubitatif et tout, etc. Et en plus, les hot dogs, pour moi, c'est un peu le repas de la galère. Désolé pour ceux qui... Voilà, moi, c'est comme ça que je le considérais. Et tu vois, quand je l'ai goûté, et là, franchement, je suis tombé sous le charme. J'ai dit, ah, il m'a séduit. Et j'ai dit, il m'a eu. Et malheureusement, son resto n'a pas fonctionné. Et à ton avis, pourquoi elle n'a pas fonctionné? Peut-être que tu as la réponse, mais moi, je vais te la dire, c'est en lien avec la question que tu m'as posée. Selon toi. Selon moi, parce que Ouais. c'était quelque chose de trop novateur. C'était à l'époque, c'était Merci. pas encore dans les mœurs, je pense. Exactement. En fait, c'était quoi? Le timing. Ok. Le timing. Tu vois, comme tu as dit, il y a des choses dont on va parler dans ce livre. Il faut savoir que ces choses-là dont on va parler, j'en parlais il y a 15 ans. Je peux t'assurer que les gens, après cette histoire, ils s'attendaient à en savoir plus. Moi, j'en avais pas trop dit, mais j'ai commencé à parler de préparation mentale, que j'ai découvert des processus mécaniques pour développer le potentiel. On m'a dit, ouais, mais il est parti à... Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à l'étranger, il nous Dans revient. une secte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais ouais. Donc voilà, timing, tu vois. Et là, on est dans l'air du temps, je trouve. Et voilà. Et ensuite, la seconde raison, c'est que, tu vois, moi, j'aimais bien deux choses à l'école, le français et les maths. Ça ne veut pas dire que j'étais bon. Mais par exemple, le français, vraiment spécifiquement, ce que j'aimais, c'était les fables de La Fontaine. Parce qu'à travers une histoire, on pouvait en percevoir une morale, tu vois. Et en mathématiques, c'était un peu le côté français des mathématiques, c'est-à-dire les problèmes. Parce que je m'intéressais aux problèmes, parce que c'était également une histoire, mais ce dont je m'intéressais, ou celui sur qui je m'intéressais, c'était plutôt celui qui écrivait l'histoire. Parce que celui qui écrivait l'histoire, il avait déjà la réponse à la question. Donc là, je me suis dit, peut-être en écrivant également ce livre et cette histoire, j'avais peut-être également des solutions à réponses à apporter. donner. Voilà. Ouais. C'est intéressant, c'est super intéressant, c'est profond déjà. Ça veut dire que voilà, ça a été réfléchi en amont et bien évidemment parce que tu as écrit ce livre-là. Mais j'ai une autre question qui me vient. Tu vois, à ce moment-là, là, tu nous racontes une histoire. On va rentrer un petit peu vraiment dans les détails parce que je veux vraiment les gens qui se rendent compte un peu de
de ce que tu racontes et ce que tu vis. T'as quel âge à ce moment-là, au moment de l'histoire? Ouais, je viens d'être adulte. C'est-à-dire, t'as quel âge? 18 ans, etc. C'était quoi ta vie à l'époque, la vie de lambda, parce que c'est un petit peu La ça, vie de lambda. à cette Ouais. époque-là. Ouais, écoute, la vie de lambda, c'était une personne qui a fait ses classes football, notamment, qui a été formée au Racing Club de Paris. Mais l'ancien, tu sais, celui qui était redouté. Celui, fameux. en fait, le fameux. Vraiment, c'est vraiment pas pour. Mais t'as vu, il y avait dans cette période-là, le Racing, c'était très élitiste. Tu vois, tu pouvais être en district 19. Si t'avais le maillot, on te regardait comme si, en fait, t'avavais rien à envier au PSG. Tu vois, je venais de ce Racing-là qui était hyper compliqué. Donc, j'ai fait mes classes là-bas, 14 nationaux, 16 nationaux, etc. Et après, ça s'est un peu essoufflé au niveau des 18 ans. Et voilà, il y a des circonstances qui se sont passées qui ont fait que je me suis retrouvé à l'étranger. Et justement, avant de partir, on va parler de ces circonstances-là, mais juste pour nous expliquer un petit peu l'environnement dans lequel tu grandis, quel était le rapport de tes proches? Parce que pour partir, il faut bien évidemment, tu n'es pas tout seul, tu ne vivais pas tout seul. C'était quoi ta vie en tant qu'enfant et quel était le rapport de tes parents par rapport au football et au sport? T'as vu, je viens d'une génération, et les gens ils vont se reconnaître, où on n'avait pas des parents qui étaient au bord des terrains. Tu vois, par rapport à ce que j'entends là, ça a totalement changé. Maintenant, je vois des parents, j'entends souvent, il y a des problèmes. Je ne les ai pas spécialement vus parce que je ne suis pas au bord des terrains, mais on a quand même apparemment des parents très investis et on parle beaucoup de projets Mbappé. Donc, je pense que ça a dû beaucoup jouer. Et nous, on est un peu, tu sais, avec le style de parents, ils attendent à la rigueur des résultats et à ce moment-là, ils vont se pointer. Oui, ils essayaient juste de savoir si tu as gagné ou tu as perdu, quoi. Voilà, c'est juste ça. Tu rentres à la maison, c'était tu as gagné, tu as perdu. C'est ça. Ok, va c'est faire ça. ce que j'ai à te faire. C'est ça. Et du coup, comment, pour avancer encore un petit peu dans l'histoire, parce que voilà, tu vas quand même aussi quitter ton pays, comment cette opportunité, elle est arrivée à tes oreilles? En fait, comment on passe d'être au Racing, excuse-moi, je te coupe par ça. Ouais. Comment on passe d'être au Racing, en tout cas à Colombes ou dans la région parisienne, à devoir aller à l'étranger? On va expliquer un petit peu où tu es allé après. En fait, moi, je nourrissais le sentiment profond qu'un jour, j'allais aller à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi, impossible de t'expliquer. Après, il y a ce qu'on appelle le phénomène psychologique qui s'appelle la réalisation, la prophétie auto-réalisatrice. C'est-à-dire, tu crois tellement à quelque chose, ben, tu amènes des actions qui fait que ce que tu souhaitais se réalise. Tu vois. Et moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais ce sentiment d'être dans un plafond de verre en France. Tu vois. Donc, je sentais que je n'avais plus ma place. Et la seule solution qui se présentait à moi, où je me disais, je sentais que j'étais un joueur qui avait un potentiel, et je me suis dit, ce potentiel-là, je ne pourrais que l'exprimer en dehors du territoire français. Tu vois, j'avais cette infime conviction que je gardais en moi, que je ne partageais pas forcément. Et la seule action sur laquelle j'avais de l'emprise, c'était d'arrêter concrètement le foot en France. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que pour l'instant, c'était le seul truc sur lequel j'avais la main mise. Je me suis dit, peut-être que si j'arrête, eh ben, il y aura peut-être une opportunité qui va se présenter à moi. Et c'est vrai que quand j'ai arrêté, pour le coup, là, mon entourage, pas forcément mes parents, parce que je ne pense même pas qu'ils étaient au courant que j'avais arrêté. Mais à ce moment-là, ça en a étonné plus d'un, parce qu'ils ont dit, non, lui, son rapport avec le foot, il est très, très prononcé. Et c'est bizarre qu'il ait arrêté. Mais personne ne savait que je nourrissais en moi cette envie de partir à l'étranger. Et ensuite, lors d'une sortie anodine, je fais la rencontre de quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui vient me voir. Le fameux. Voilà, qui me dit, c'est toi un tel et tout. Je dis, ouais. Il me dit, tu touches au ballon. Un petit peu de... Je dis, ouais, merci et tout. Il me dit, écoute, je connais un contact, il s'appelle un tel. Contacte-le. Normalement, si le niveau qu'on prétend que tu as est celui-là, vraiment, ça devrait pouvoir fonctionner. Donc voilà, j'ai contacté le contact qu'il m'a donné. Et de fil en aiguille, on s'est échangé des mails. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en République tchèque. En République tchèque. C'est ça. Donc incroyable. Mais tu vois, tu souffres un petit peu à l'époque de ce qu'on appelle un petit peu, tu sais, les cases. Ouais. C'est vrai que toi, quand tu l'expliques, et comme tu l'expliques aussi dans ton livre très bien, c'est que voilà, tu avais l'impression d'être un peu aussi dans une case de profilage un peu au niveau français et que tu trouvais que ça te ressemblait de moins en moins. Et justement, tu nous as parlé un petit peu de cette personne sans forcément la nommer. C'est un personnage très essentiel dans ton histoire. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce fameux Hugo. Qui est Hugo? Alors, là, ma question qui va arriver, est-ce que Hugo est réel? Est-ce que c'est son vrai prénom? Et qui est-il, en fait? Hugo est réel. Et au vu de la rencontre que j'ai pu faire avec lui, en aucun cas, je vais changer son nom.
Non, la relation là, a tellement été profonde, il y a tellement de choses qui se sont passées. Donc voilà. Et Hugo, oui, pour le nommer, c'est la personne avec qui cette personne-là m'a mis en contact et qui m'a dit que c'était un agent qui avait justement des contacts dans les pays de l'Est. Et c'est avec lui que j'ai été mis en relation et que j'ai échangé plusieurs mails avant de le rejoindre en République tchèque. C'est bien que tu en parles, parce que ce qu'il faut expliquer un petit peu aux gens, c'est que forcément, autour du foot gravitent des gens qui connaissent d'après eux quelqu'un et qui te permettent d'avoir certaines opportunités. Donc, ce fameux Hugo, c'est, entre guillemets, quelqu'un qui est agent, qui récupère des joueurs de certains pays pour les ramener dans des pays qui contrôle, que lui contrôle, entre guillemets, pour pouvoir leur donner des opportunités qu'ils ne pouvaient pas avoir. Donc après, on va voir un petit peu l'évolution de comment tu le rencontres et tout ça. Mais avant, la question qui me vient, et j'aimerais bien que tu répondes un petit peu aussi par rapport à ce que tu mets aussi dans le livre, mais là, elle va être un peu plus personnelle, mais comment toi, un Français, qu'est-ce qui fait que tu donnes ta confiance à quelqu'un à qui tu envoies des mails? Tu vois ce que je veux dire? Là, on est vraiment sur cette année, comme tu dis. En tout cas, maintenant, ça va être un peu plus prononcé que ce que nous, on a connu. Parce qu'aujourd'hui, un Hugo, ça s'est multiplié par 1000 par rapport à ce que le football apporte au niveau financier. Alors, pourquoi tu as fait confiance à quelqu'un avec qui tu as échangé, en réalité, que des mails? Comment ça s'est passé là? Bah déjà, la personne qui m'a passé le contact, ça reste le contact de quelqu'un que je connais d'une certaine manière, tu vois. Et j'ai échangé plusieurs mails. J'ai échangé pendant peut-être 2 mois. Et au vu de ce que j'étais prêt à mettre pour le foot, je me suis dit c'était pas cher payé d'aller là-bas. Je suis quelqu'un qui, je sais m'adapter, je sais me défendre. J'étais prêt à tout, en fait. Tu vois. Et j'ai échangé des mails, plusieurs. Tu vois, si ça s'était fait juste avec un seul mail, non, je mens. Si c'était fait avec un seul mail, je serais quand même parti. Au vu de... Je mens. Je serais quand même parti tellement, en fait... Oui, tu avais envie de réussir. Voilà, viscéral. Fallait voir comment j'ai dit à mes parents comment je partais, Oui, tu vois. tu l'expliques dans le livre et ça m'a fait tellement rire. Ah ouais, non, et donc, oui, j'ai échangé plusieurs mails. Je pense qu'on a dû échanger sur 2 mois. Et en même temps, je me suis dit... Il a commencé à me parler de clubs assez connus là-bas. J'avais un peu googlisé les infos, etc. J'ai vu que voilà, c'était le club notamment dont il me parlait avait déjà fait la Coupe Europa, tu vois, l'Europa League, etc. Et en même temps, bah, tu es curieux de savoir si cette personne-là, tu pars quand même avec un a priori, tu es curieux de savoir s'il t'emmène là où il prétend t'emmener. Donc je me suis dit, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais aller là-bas et je vais voir s'il va réellement m'emmener dans le club où il le prétend. Et si il m'emmène réellement là-bas, bah en fait, voilà, j'ai fait d'une pierre deux coups. Tu vois, donc j'étais prêt à faire ce sacrifice-là et j'étais prêt à faire beaucoup plus. Parce que moi, j'ai entendu des affaires d'agents, etc. Mais moi, ça ne me faisait pas peur. Moi, en fait, quand je suis parti à l'étranger, j'étais prêt, vraiment, à dormir devant un club pendant 2 semaines. Moi, c'était ça ma mentale. Moi, quand j'allais je me suis 2 semaines, 1 mois, j'étais prêt à dormir devant. Tu vois. Mais tu vois, c'est fou ce que tu dis parce que c'est le réel déjà. C'est que tu n'es pas le seul à penser comme ça. Et je pense qu'il y a 80% des joueurs qui sont même prêts à faire la même chose ou peut-être même pire. Quand on leur donne, on leur dit qu'ils vont signer dans un club pro. Mais moi, la question que je veux te poser, c'est que, en plus, tu dis dans ton livre, ce qui est fou, c'est que tu voulais. Tu as aussi dit. Ne prenez pas de mes nouvelles. En gros, limite, je pars, je donne des nouvelles à personne et je reviendrai dans X temps. Je vous dirai quand j'aurai décidé de vous appeler. Limite, c'est toi qui décides quand tu donnes des nouvelles. Donc, c'était super intéressant. Mais au moment où pour revenir un petit peu avant, après, on va avancer sur la République tchèque, mais est-ce que quand tu envoies des mails avec ce fameux Hugo, est-ce que tu en parles autour de toi quand même? Est-ce que tu prends des avis autour de toi? Ou est-ce que tu es vraiment sur ce que toi, tu penses et ce que tu as envie de faire? Non. Même au départ, si tu te penches un peu sur la lecture, j'avais comme personnifié le foot. On va lui donner une image. On va lui donner une image d'une femme. Je dis souvent, c'était le moment où je devais avoir un tête-à-tête avec le foot. Tu vois, c'était vraiment mon moment. Tu vois, et je voulais le partager avec personne pour le coup. Donc j'ai changé. Là, pour le coup, je l'ai vraiment dit à personne. Je suis parti voir mes parents, étant donné que j'avais la carte d'immunité parce que voilà, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon année de psycho, etc. C'est pas qu'on n'en attendait pas tant, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Les familles africaines, une fois que tu as le bac, tu as l'impression de... Ça y est, c'est fini. Donc, j'ai profité également de ça.
Et je leur ai dit, écoutez, je pars, prenez pas de mes nouvelles. Je vous donne des nouvelles, moi. Et donc, tu as vu, tellement, comme je t'ai dit, j'essaie d'avoir la main mise sur mes propres actions. Et ça, c'était ma propre action à moi. Et ça fait que j'étais tellement déterminé que pour marquer cette détermination, j'ai même pas pris de téléphone. J'aurais dit, me contactez pas, mais j'ai pas pris de téléphone. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, j'ai pas pris de téléphone. J'ai pas pris de musique. J'ai rien pris. Voilà. Tu sais, des fois, t'es comme un peu un moine. T'as envie de partir. Et là, je me suis dit, c'est mon moment. Personne ne savait où j'étais. T'avais besoin d'une cassure à ce moment. Exactement. Même les gens, ils ne savaient pas que j'étais en République tchèque. Et justement, juste pour encore être dans le contexte, tu nous disais que tu étais encore à l'école et tout. À l'époque, tu gagnais combien voilà, c'est passé, si tu as envie de le dire. Voilà, Ouais. après, tout. Ouais. Mais à l'époque, tu gagnais combien? Tu avais combien en poche pour pouvoir justement. Bah moi j'avais la bourse. Ouais. C'était Tu bon. expliques dans le livre en plus. Non, mais le problème, c'est qu'il faut pas que le crous il me remonte. J'avais la bourse et je faisais un petit travail à direct matin, direct soir, c'est le même truc. Donc je distribuais les livres. Donc je m'étais fait un petit, tu sais, tellement j'étais porté par cette idée de partir à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit, il faut que je fasse un petit truc, il faut que je prenne un peu de l'argent par-ci, par-là. Et je commençais déjà, sachant que j'étais même pas sûr de partir à l'étranger, mais c'est comme si je me préparais déjà pour un voyage. Et du coup, on était en quelle année? Juste pour situer un petit peu le contexte. 2008. 2008. Et à quoi ça ressemble la République tchèque en 2008? En 2008, j'étais le seul noir. Non, ah ouais, si. En tout cas, ils sont rares. Ils sont rares. Toi, Ego, quoi. Ouais, et c'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup de Ghanéens là-bas. Il y a des Ghanéens, des Nigérians. Mais c'est souvent les mêmes métiers qu'ils font. Ils rabattent des gens pour soit les emmener dans des soirées, etc. Et voilà, je fais pas le discours victimaire. Mais ouais, c'est vrai que... Mais moi, je le voyais comme un avantage. Et tu pars comment? Tu pars en bus, en avion? À l'époque, ça s'appelait Eurocar, je crois, et ça faisait 16 heures de trajet. 16 heures de trajet. Ah, mais c'était pas un problème, ça. C'est vrai. Ça, c'était pas un problème. Les vrais soldats. Tu te rappelles un peu du nom de la ville ou pas? Moi, j'étais à Prague. T'étais à Prague? Ouais. Ok, ça ressemblait à quoi, Prague, en 2008? Franchement, c'est une belle ville. Ouais. C'est une belle ville. En plus, je suis venu en pleine période hivernale et ça blaguait pas. Tu vois. Des petites anecdotes un petit peu que t'as pas expliquées, parce que dans le livre, je peux vous dire qu'il y a des anecdotes, mais je vous le dis, incroyables. Des trucs drôles, des trucs qui ne le sont pas forcément. Et c'est ce qui est beau dans ce livre, c'est que je pense que tu as été sincère et ça se ressent en tant que lecteur. Et je vous le dis, ce livre, il est très, très, très facile à lire. Moi, concrètement, quand je l'ai eu, je me suis dit, ouais, bah, du coup, est-ce que voilà, je vais tenir. Tu sais, tu te poses toujours la question. Mais c'est vrai que au début de la première page, à partir du moment où tu commences ta première page, en plus, ça parle de foot. Donc, c'est très, très facile à lire. Vos enfants peuvent le lire. Tout le monde, franchement, tu prends en une après-midi, tu as terminé tellement c'est prenant. Donc, ma question, ça va être vraiment... Déjà, est-ce que tu parlais anglais déjà? Est-ce qu'à l'époque, tu parlais anglais? Parce que tu arrives dans un pays où tu ne connais pas. Et mon gars, t'es à Prague. T'es à Prague. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vois ce que je veux dire? Bah écoute, déjà pour répondre à ta question, les anecdotes, le froid, j'étais pas prêt. Moi, j'avais connu le froid de Paris. Le froid de Paris, il est quand même assez rude. Hein. Quand on commence à taper dans les moins 3, moins 4 degrés, Paris, c'est vraiment pas mal. Vraiment, pour avoir fait d'autres froids, d'autres pays, Paris, c'est pas mal. Mais là, c'était les moins 17, tu vois. Moins 17. La petite anecdote, c'est qu'à un moment donné, tu vois, moi, j'avais des gants. Les gants, ils me faisaient plus rien. Je les ai jetés. Parce que, en fait, avec des gants ou pas, mes mains, elles étaient congelées. Mes doigts de pied, c'était congelé, tu vois. Et après, j'avais un anglais de la débrouillardise. Le fameux, tu vois, Fringlish. Fallait essayer de s'en sortir avec ça. Mais comme je t'ai dit, j'étais prêt à tout. Magnifique. Et tu sais, c'est toujours spécial quand tu parles avec quelqu'un sur Internet et t'échanges par mail ou X ou Y. Là, il arrive le moment où tu rencontres justement ce fameux Hugo. C'était quoi? Qu'est-ce que tu as ressenti? Quel type de personne t'as vu quand tu as atterri? Et comment ça s'est passé, votre rencontre? Bah écoute, moi, après les 16 heures de car, la gare s'appelait Gare de Florence, si je dis pas de bêtises. Donc si jamais il y a des Tchèques, ils vont reconnaître. Ils vont me dire si j'ai tort, mais c'était ça. Et en fait, on s'était décrit au préalable nos tenues vestimentaires. Tu vois, parce que j'avais pas de téléphone. Donc, oui, voilà. Non, oui, c'est vrai en plus. Ah oui, non, je t'ai dit, j'étais...
Et je l'ai reconnu rapidement. Il m'a dit qu'il allait s'habiller tout en noir avec un bonnet, une parka noire, etc. Moi, je lui avais dit que j'allais m'habiller comme ça. Et on s'est reconnu. Après, on s'est cherché peut-être une petite 2 minutes. C'est facile en République tchèque au final. C'est facile, tu vois. Avec Hugo, c'est facile. C'est ça. Et je l'ai vu. En fait, si tu vois, la première impression, c'est que pour moi, il avait rien d'un agent. Je sais pas qu'est-ce que j'avais comme idée d'un agent. En fait, si, un peu le roublard avec un gros manteau, avec un calepin qui note des trucs, etc., qui essaye de faire discret, mais il n'est pas discret. Là, on avait quelqu'un d'assez athlétique, peut-être 1m94, mais tu sens les gens par leurs épaules qui sont athlétiques, etc. Et le côté carrure, voilà, on va dire impressionnant. Je suis impressionné par peu de personnes, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui passe inaperçu. Vous êtes un ancien joueur, quoi. Quelqu'un qui a peut-être soit Ouais, joué, moi, soit- je me suis plus dit ça. Ouais. Ouais, je me suis plus dit ça, ouais. Donc ça t'a un petit peu rassuré un petit peu en te disant, voilà, c'est quelqu'un qui connaît un petit peu où il met les pieds à Oui. ce moment-là. Ouais. Ok. En fait, j'étais prêt entre les deux. Je me suis dit, ça fait pas agent. Et ça m'avait également intrigué, donc j'attendais de voir. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes premiers pas, en tout cas, sur les terrains tchèques? Parce que voilà, on va un petit peu avancer dans l'histoire et on sait que voilà, ta première détection, elle arrive et il se passe quelque chose que je pense Lunaire. d'exceptionnel Ouais. sur ton premier ballon. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ton premier ballon? Donc, déjà, il a confirmé une chose, c'est qu'il m'a réellement amené là-bas. Le club s'appelle Slovan Liberec. Pour ceux qui veulent aller un peu checker, je dis pas que c'est un très grand club, mais voilà, c'est un club de Ligue 1 là-bas. Tu vois, ils ont fait déjà, comme je te l'ai dit, l'Europa League, etc. Il m'emmène réellement là-bas. Donc là, si tu veux, il avait quand même gagné un crédit, tu vois, parce qu'il m'y a emmené dès le lendemain. Donc moi, j'y vais, on fait d'abord un entraînement qui se passe très bien. Donc j'étais déjà en confiance. Et ensuite vient le match. Là, le coach, il me met au pied du mur. Parce que moi, la veille, j'ai fait un très bon entraînement, j'ai fait une très bonne impression. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il me lâche ça le jour J, le jour du match, qui était juste le lendemain. Et il me dit, écoute, tu as une mi-temps. Et tu as une mi-temps. En gros, tu n'es pas bon, rentre chez toi. Donc là, je suis un peu braqué, je ne te le cache pas. Il s'est passé un processus, c'est là où les premiers processus psychiques se sont passés dans ma tête, tu vois. Parce que vraiment, je l'avais vraiment pris mal quand il m'a dit ça, mais moi, je suis qui pour prendre mal? C'est son club à lui, c'est pas le mien. C'est pas parce que j'ai fait plusieurs kilomètres qu'il sera forcément plus indulgent avec moi, et c'est pas parce que j'ai fait une bonne séance qu'il sera plus gentil avec moi aussi, tu vois. Et peut-être c'était également le fait, ou sa manière à lui de me mettre au pied du mur, pour voir comment j'allais réagir. En tout cas, là, je l'avais réellement pris mal. Tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire en 45 minutes? Là, il s'est réellement passé quelque chose en moi que j'ai senti, le fameux processus que je parlais à mes potes, etc. J'ai réussi à me remettre d'aplomb, mais d'aplomb vraiment concrètement parlant, ça s'est même vu sur mon faciès. Et donc, j'avais 100% de confiance, ça y est, je reprends du poil de la bête. Et premier ballon, j'ai un très long discours interne qui se passe à l'intérieur de moi. Je vais tout faire en même temps. Je me dis, c'est comment, tu vois, passement de jambes, virgule, faut que je monte, je veux impressionner. Tout d'un coup. Tu veux frapper en même temps, mettre un passement de jambes. C'est ça, exactement. Ouais. Sachant que le coach, et là, je pense que pour le coup, c'était fait exprès, il m'a dit, il y a le président du club qui regarde le match. Je sais que ça, c'était fait exprès parce qu'il m'avait laissé sur ça, tu vois. Et donc, hop, je suis là, t'as tout le monde qui me regarde. Et il y a, comme je te dis, très long discours interne et je m'en mêle, dans ma tête déjà. Ça veut dire que ça se répercute sur mon corps. Et à un moment donné, je sais que je pose mes yeux sur mon pied, je roule sur le ballon, je ne sais pas ce que je fais. Mon corps, il est en déséquilibre. Après, je roule complètement, ma tête, elle tape le sol. Mon nez, il rentre dans le sol. Plein de billes noires, des synthétiques qui rentrent sur mon nez, je me mouche. Et tu as un silence d'aplomb, tu vois. Je me relève comme ça. Une chute rocambolesque, tu vois. Même vidéo gag, franchement, je gagne. Là, franchement, s'il y avait eu quelqu'un... J'envoie ma vidéo à vidéo gag, je gagne. Je gagne le prix, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que tu dis, c'est que tu le dis très bien dans ton livre, et j'ai beaucoup aimé, c'est que tout le monde s'est arrêté pour te regarder. Tout le monde s'est arrêté. T'as vu vraiment... En fait, comme je t'ai dit, le silence. C'était comme dans un match. En plus, il y avait des gens qui regardaient, tu vois. En fait, les gens se disaient, oh, le pauvre. Et au-delà de ça, ils avaient entendu... C'est pour ça que j'ai dit que ça peut être un avantage. Il y a eu oui dire qu'il y avait un Français qui avait fait le... Tu vois,
et qui vient à Slovan Liberec. Donc forcément, il y a quand même... L'engouement, les gens ils veulent savoir. ils Les veulent gens- voir. La curiosité, ils veulent voir. Exactement. Et silence. Moi, je lève la tête comme ça. Et en fait, ils me regardent tous par compassion. En mode, Oh, les pauvres. le pauvre, mon gars, tu vas vraiment faire ta mi-temps, tu vas rentrer chez toi. Et là, tu as vu, c'était compliqué. Là, ouais, c'était compliqué. Et justement, quand tu parles de compliqué, là, je pense que voilà, aujourd'hui, on est sur du temps. Il y a des années qui sont passées. Tu m'as parlé de mécanisme tout à l'heure. C'est vrai qu'on a expliqué aussi que ton livre, oui, ça parle de foot et c'est fait pour les gens qui aiment le foot. Ceux que je sais que voilà, tu sais, en off, on avait aussi, tu avais dit que c'était quelque chose de, ton livre était très cérébral et que pour tous ceux qui aimaient Blue Lock aussi, ceux les amateurs de Blue Lock vont être très 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 contents de lire ce livre-là. Mais justement, est-ce que tu as compris à l'époque, est-ce qu'aujourd'hui tu peux me dire aussi aujourd'hui comment tu as pu peut-être parce que tu l'expliques aussi dans ton livre et voilà, après ça s'améliore un petit peu au fil du match, mais est-ce que toi, tu identifies aujourd'hui quel ressort mental tu as pu sortir pour pouvoir justement revenir un petit peu dans la réalité du match ou pas? En fait, ce qui m'a permis justement de revenir, et c'est un petit mot revenir, hein. J'ai inversé totalement la tendance en l'espace de 20 minutes. Je suis passé de ce. Comme je disais, je vois beaucoup de vidéos en ce moment, ils mettent aura moins 100, aura moins 1000. Là, j'étais à moins infini, tu vois. Et je t'avais parlé de ce mécanisme qui s'est passé juste avant que c'est produit, juste après plutôt, que le coach m'ait mis au pied du mur. Et en fait, j'étais resté sur la même logique. En fait, ce processus-là, il m'avait tellement impacté que même j'aurais pu tomber 10 fois, ça m'aurait rien fait du tout. C'est là où j'ai vu que c'était puissant ce qui m'était arrivé et j'avais cherché à le comprendre. C'est après, plus tard, je cherchais à le comprendre. Mais vu que je suis resté sur cette dynamique-là, le fait d'être tombé de cette manière-là, je pense que si j'avais pas eu cette réflexion-là avant, c'est mort. J'aurais complètement foiré mon match. Comme je t'ai dit, c'était un processus chimique, je lui ai donné le nom et elle trouve son origine dans l'image que tu vois là. Tu sais, le Rubik's Cube en forme de cerveau, elle a une explication. Et c'est ça qui m'est arrivé à ce moment-là. Et vu que j'étais encore une fois dans cette même logique, c'est ce qui m'a permis de parvenir à inverser totalement la tendance malgré c'est l'une des peurs les plus connues au foot, de rater son premier ballon. Mais moi, j'ai pas que fait de le rater. Humiliation totale. Et du coup, tu parlais tout à l'heure, et j'aimerais bien revenir là-dessus parce que pour moi, c'est un sujet central et c'est un très gros sujet, un beau chapitre que j'ai envie de mettre au niveau de cette interview. C'est vrai que tu rappelais aussi que certains sportifs, notamment pendant les JO, les Jeux Olympiques, Léon Marchand, il y a eu Thierry Henry qui en a parlé aussi très ouvertement. Aujourd'hui, je pense que Kylian Mbappé est pas loin d'en parler. Donc, tu parlais un petit peu de cette préparation mentale ou ce coaching mental. Alors, c'est vrai qu'en préambule, on a beaucoup parlé d'hypersensibilité et de pervers narcissique. Est-ce qu'on peut, en tout cas, définir un petit peu les termes et avancer un petit peu pour qu'on puisse expliquer un petit peu pourquoi ce livre est aussi un livre de préparation mentale? Bah écoute, le coaching mental, il n'y a pas de définition spécifique. C'est un peu comme l'intelligence. Je dirais même que c'est un peu comme un nombre. On va prendre le nombre 33 qui est composé de beaucoup d'éléments, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 2 plus 1, et tu as plusieurs moyens d'y parvenir. On peut utiliser la soustraction, la division, la multiplication. Ça, c'est les moyens. Moi, j'ai ma méthode à moi. T'en as qui utilisent sophrologie, hypnose, etc. Et ensuite, je pense que si on parle du but de la prépa mentale, on se rapproche un peu plus. Tout préparateur mental qui se respecte ont le même but. Faire en sorte que le joueur puisse performer, optimiser ses performances, lui permettre de jouer libéré et jouer avec son plein potentiel. Ensuite, on peut également dire ce que la préparation mentale n'est pas. Ce n'est pas de la psychiatrie, parce que la psychiatrie, c'est les maladies mentales. Ce n'est pas de la psychologie, parce que la psychologie, c'est vaste. C'est l'étude du comportement et des processus psychiques. Et ça fera rager certains, la prépa mentale, c'est pas un coach. Un coach ne peut pas faire préparateur mental. Je sais que voilà, certains, ils vont un peu foncer les sourcils, mais tu as parlé de Teddy Riner, tu as parlé de Léon Marchand. Eux ont des coachs de toutes sortes. Ils ont des nutritionnistes, ils ont des coachs, mais ils ont également des préparateurs mentaux. Donc, c'est ce qui me permet de revenir sur le dernier point, c'est que préparateur mental, on prépare, on ne répare pas. Et pour revenir sur ce même terme, la préparation, c'est l'art de savoir appréhender et prévenir.
Ok, bah du coup, moi là, ça m'intéresse énormément ce que tu dis. Je sais que voilà, il y a plein de joueurs qui ont envie aussi d'avoir un prépa mental, mais qui n'arrivent pas aussi à passer le pas parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont trouver, ils savent pas à qui faire confiance. Tu m'as parlé de ta méthode. J'aimerais bien savoir, tu vois, j'ai envie d'avoir un peu ta méthode et que tu la partages avec nous. J'ai envie qu'on se mette en situation, si tu veux bien. Aujourd'hui, je suis un joueur, j'ai du mal à gérer mes émotions et j'ai du mal à passer un cap au niveau de mon niveau footballistique. Comment ça se passe chez toi, une séance chez toi? Fais-nous un petit peu, explique-nous comment ça se passe. Ouais, déjà, ma méthode, elle suit une certaine logique. Je t'ai parlé de préparer. Préparer, c'était un peu la jonction de prévenir et appréhender. Et si tu veux, moi, ma méthode, elle part du mot appréhender. Appréhender, il y a 3 sens. Il y a le premier sens qui est saisir physiquement. Un policier appréhende quelqu'un. Il y a le second, qui est lié à la gestion d'émotions, c'est-à-dire la crainte de quelque chose. Et ensuite, il y a le troisième sens qui est saisir par l'esprit. Et moi, ma méthode repose sur ça. Saisir par l'esprit, c'est concevoir. Et concevoir une chose te permet, un, de la visualiser, deux, de la schématiser, trois, de la perfectionner et quatre, de la maîtriser. Donc ça, c'est pour ce qui est de ma méthode. Et donc maintenant, en situation, ça donne la chose suivante. On va revenir sur ton cas précisément, mais pour expliquer le concept de concevoir. Une personne lambda, assez athlétique, elle vient, elle n'a pas assez de force dans les bras, selon elle, pour taper dans un sac. Je l'oriente vers un professeur de boxe. Le professeur de boxe va lui dire de taper. Elle va constater qu'effectivement, il y a peu de punch dans le sac. Donc, qu'est-ce qu'elle va lui dire de faire? Elle va lui dire, en fait, c'est pas que tu manques de force, c'est juste que tu ne sais pas l'utiliser. Donc, tu as besoin de concevoir cette force-là. Et pour cela, tu dois déverrouiller des schémas. Donc, tu dois commencer à visualiser. Tu te mets en garde, tu tournes ta hanche, tu mets le pied en arrière, tu frappes avec ta main droite, et là, tu verras que le son et la force vont être différentes. Ça, c'est concevoir. C'est vrai, c'est bien parce que ça appuie un peu ce que je te disais tout à l'heure, un petit peu entre les deux, quand tu m'as parlé un peu de méthodologie et de concevoir les choses. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on ne se pose jamais la question, tu vois. Nous, on a toujours l'impression, quand on dit il est fort mentalement, c'est un mec qui il lâche rien, mais on ne donne pas de définition à il lâche rien, tu vois. Et toi, ce qui est bien, c'est que tu mets un petit peu des étapes à ne pas lâcher. C'est ça qui est important. C'est comme tout, c'est quand tu pars avec des points d'ancrage, tu sais où tu vas. Si tu dis juste j'ai envie d'être professionnel, mais tu sais pas par où il faut passer, c'est compliqué. C'est ça. Alors, dis-moi, vas-y, tu Ouais, veux. donc du coup, tu me disais pour la mise en situation, donc tu le disais, tu avais potentiellement des problèmes de gestion et des problèmes de jouer libéré. Bah déjà, tu prends mon programme, ça c'est la première des choses. Et ensuite, bah, je te ferai comprendre que une personne qui a un problème de gestion d'émotions, qui plus est du stress en fait, hein, c'est comme ça qu'on pourrait le traduire, bah, je te ferai comprendre par exemple que le stress est naturel et que tout le monde a du stress. Que ce soit les meilleurs joueurs ou les meilleurs sportifs ou ce que tu veux, tout le monde a du stress. C'est quelque chose de naturel, c'est un instinct de survie de base. Et je te fais comprendre que c'est un élément qui peut entraîner un processus physique, un processus physiologique qui peut avoir un impact sur l'amélioration de tes réflexes, par exemple. Et là, quand tu concevois cette chose-là de cette manière-là, tu dis que ça peut te servir. Et ensuite, par rapport à jouer libéré, moi, je vais essayer de te faire viser la Lune pour atterrir sur les étoiles. Viser la Lune d'un joueur libéré, c'est atteindre la zone. C'est-à-dire atteindre cette fameuse zone où toutes les portes sont ouvertes. Tout ce que tu fais, ça va réussir. Ça veut dire que tu es vraiment dans le plein potentiel de jouer libéré. Et donc, en te faisant essayer d'accéder à la zone, t'apprendre ce mécanisme-là, et ben, au pire des cas, tu vas jouer libéré. Et pour atteindre cette zone-là, ben, je vais prendre quelques joueurs en exemple. Je vais prendre un Kylian Mbappé étant jeune, je vais prendre un Riyad Mahrez et je vais prendre un Lamine Yamal. Ce qui les rassemble, c'est ce côté d'insouciance. C'est indéniable. Même quand on entend Mahrez, il t'en parle souvent. Et quand tu vois un Lamine Yamal, ben, la jeunesse, c'est pour ça que je t'ai parlé de Kylian Mbappé étant jeune. Et pour atteindre cette insouciance-là, on va passer par ce que j'appelle, moi, des vecteurs de réminiscence. Et la réminiscence, c'est quoi? C'est des éléments, ça peut être auditif, ça peut être un son, ça peut être une odeur, ça peut être un goût, ça peut être... qui va te permettre d'être connecté avec cette insouciance. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, je vais te parler, par exemple, de ce que j'appelle le phénomène de trampoline. C'est-à-dire que en trampoline, plus tu sautes et moins tu dois regarder vers le centre. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'en avais fait un petit peu. Je n'avais pas fait un professionnel, j'en avais fait à l'école, hein. Mais quand j'avais sauté dans un trampoline, la dame elle a bien précisé, quand tu sautes, Ne regarde pas le centre. ne regarde pas le centre.
tout ce qu'il ne faut pas faire avec moi. Donc moi, quand j'ai sauté, et en plus je sautais ultra haut, je regardais le centre. Et qu'est-ce qui se passait? Plus je regardais le centre, plus je m'éloignais du trampoline. Et j'ai touché les rebords du trampoline et je me suis cassé les dents. En fait, ça t'explique que plus tu te concentres sur une chose, plus tu as des possibilités de t'éloigner. En fait, là, je t'ai donné des éléments pour te rapprocher de l'état d'approcher la zone. Et au pire des cas, tu joueras libéré. Et ensuite, je t'ai parlé un peu de comment concevoir le stress. Et ensuite, on pourra développer plus tard. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que les gars, quand je vous dis que ce livre, il est super important pour vous et votre évolution, c'est que là, au-delà de ce que vous avez vu là, tout de suite, c'est ce qu'il y a dans ce livre, mais détaillé. Au-delà de vous expliquer une histoire et une aventure footballistique, il y a pas mal de billes, comme tu appelles ça, et notamment, il y en a qui m'intéressent vraiment, et j'aimerais bien qu'on en parle en tout cas, mais il y a pas mal de billes sur comment réussir aussi sa détection. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question en commentaire sur les réseaux, sur YouTube ou Instagram. Oui, mais comment je fais ça? Comment mon fils réussit? Dedans, vous avez pas mal d'outils pour pouvoir vous en sortir quand vous êtes à l'extérieur, quand vous êtes loin de chez vous, quand vous ne connaissez pas le milieu dans lequel vous êtes. Donc, n'hésitez pas à aller le lire, je vous le dis. Vous allez gagner pas mal de temps, les gars. C'est vous qui choisissez. Soit vous êtes là, vous perdez, vous allez doucement. Soit vous prenez ce livre-là et vous allez beaucoup plus vite, les gars. Donc après, c'est vous qui choisissez. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, par exemple, aussi la structure du livre? Je parlais notamment tout de suite là, des billes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu les as mis en place? Est-ce que tu peux nous en parler au moins d'une bille qui peut, en tout cas, expliquer un peu au lecteur ce qu'il va connaître en lisant ce livre? En fait, les billes, ça rejoint un peu ce que je t'ai dit au tout début quand j'ai décrit mon livre, quand je dis que c'est une prépa mentale sous couvert d'une histoire vraie. Et en fait, les billes, c'est des points d'introduction à la prépa mentale. C'est-à-dire qu'après chaque chapitre, en principe, je mets une ou deux billes qui permettent justement de te faire rappeler en fait que ce livre est avant tout un outil. Et je sais que du coup, là, je vais reprendre un peu ce qui m'a été dit par rapport à mon livre, c'est que la personne, quand elle le lit, elle se dit « Ah ouais, j'ai l'impression d'avoir une solution à quelque chose ». Et donc, c'était vraiment ce que je souhaitais faire. Et par exemple, une bille que je peux te donner. Attends, il y a quoi? Moi, j'en ai une que je peux Ouais. te dire justement en tant que lecteur et qui m'avait marqué, qui m'avait touché. Je m'en rappelle. Et comme tu dis, moi, concrètement, quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, mais en vrai, mais j'aurais dû penser comme ça quand je jouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, tu arrives toujours avec ton idée où je suis important, où je dois montrer que je suis important. Je me rappelle qu'il y avait une bille que tu disais, voilà, si tu arrives dans un club et que tu plais que un coach, tu vas plaire qu'au coach ou tu vas plaire qu'au président, alors que, par exemple, il y a le capitaine, il y a plein de gens à qui tu dois plaire. Nous, des fois, en tant que joueur, on va vouloir plaire qu'à une seule personne, le coach. Alors que dans un vestiaire, le vestiaire ou un club, c'est codé. Et c'est vrai que cette bille-là, elle m'avait marqué parce que je me suis dit, mais c'est vrai que c'est totalement vrai, tu vois. Donc, il y a plein de choses comme ça en lisant ton livre où je me suis dit, comme tu dis tout de suite, et comme la personne qui te l'a partagé te l'a dit, où tu te dis, mais en vrai, j'aurais dû... Pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? En fait, il faut avoir le nez fin. Et j'ai aucun doute sur l'idée que certains footeux, à force d'exercice, ils ont le nez fin. Ils doivent savoir sentir un vestiaire. Ils doivent savoir sentir les auras, les énergies. Moi, par exemple, quand j'étais arrivé dans le vestiaire de Slovan Liberec, j'étais capable de dire qu'il était descendu de l'équipe 1. Parce que c'est différent dans la posture, dans la manière de regarder. Il y a un peu cet air de condescendance, un peu irrévérencieuse, où tout ce que tu as envie de faire, c'est de lui dire, toi, j'ai envie de manger ta place, et tu verras qui tu vas regarder encore comme ça, tu vois. Et c'est important. Et donc, dans ta manière de jouer, tu dois non seulement séduire le coach, voilà, parce que le coach, voilà, c'est l'élément principal de ta recrue, et tu dois essayer de séduire tout un vestiaire et également les cadres, parce que tu sais, un coach, ça peut partir. Et quand un coach, ça part, tu as des cadres qui peuvent dire, écoute, lui, ce petit-là, il a montré de belles choses. Et ça, je l'ai déjà vu des fois dans des... récemment, j'étais tombé, je crois, sur un reportage de Manchester ou quelque chose comme ça. Quelqu'un a mis... Je sais pas, mais en tout cas, c'était des fois des cadres qui disaient, ce petit-là, attention, il est bon, tu vois. Ouais, au coach qui arrive, ils vont C'est dire, ça. quand il va demander un peu qu'est-ce qui est bon dans l'équipe, Voilà, exactement. le capitaine, il peut toujours venir et dire, voilà, il y a un tel qui est intéressant, lui, il vient d'arriver, il a ça comme qualité. Donc, c'est un travail de séduction, mais
je dirais calculé, mais en même temps, voilà, faut mettre tout le monde d'accord et essayer de te mettre tout le monde dans ta poche, d'accord? Est-ce que, là, on parle d'un pays quand même de l'Est. Tu disais Ouais. tout à l'heure que tu n'avais pas la même peau que tout le monde. Je ne vais pas rentrer dans les clichés, mais est-ce que tu as eu des moments où, voilà, au niveau, il y en a qui t'ont fait comprendre que tu n'étais pas forcément chez toi? Oui, mais je te dirais, c'est normal. Et même plus tard, je sais pas si ça fait partie d'une anecdote pour le coup. Plus tard, le coach m'a dit, toi, tu es là, tu viens de France, tu es en train de concrètement voler la place des personnes, des personnes ici. Des gens locaux, ils sont là, toi, tu es en train de voler leur place. Donc forcément, ils vont pas te faire de cadeaux. Mais moi, en fait, je le voyais comme quelque chose à mon avantage. Je te l'aurais dit, ça m'aurait gêné si et seulement si je sentais que j'avais pas le potentiel. Parce que c'est toujours plus facile de taper sur quelqu'un quand le mec n'a pas le niveau. Mais quand le mec montre quelque chose, tu es plus dans l'idée où c'est toi qui fermes des bouches. Tu vois, donc moi, j'étais dans ça. Et ce que tu peux me raconter aussi, et tu le racontes très très bien dans ton livre, et moi j'aimerais aussi qu'on en parle, c'est que tu n'es pas tout seul à faire les essais. Mm. Tu vois aussi qu'il y a d'autres personnes aussi qui quittent leur pays. Comment ça se passe quand on fait des essais dans un pays qui n'est pas le nôtre et qu'on rencontre des gens? Est-ce on est solidaire ou est-ce qu'on justement on se marche sur les pattes parce qu'on a envie d'avoir la place? Moi, j'avais en tout cas ce sentiment de solidarité. Moi, après, je l'ai su après, hein. Je l'ai su après que lorsque j'ai fait un essai au Slavia Prague, qui était différent de Slovan Liberec, euh, ouais, j'avais vu par la suite qu'il y avait aussi des Français, je crois qu'ils venaient du 9-4, et il y avait immédiatement un sentiment de solidarité. Est-ce que ça s'était fait aussi par rapport à la couleur de peau? Je ne pense pas. Je pense que c'était peut-être par la zone géographique. Ou le Ou langage. même, en Le vrai, langage. je pense que même si les mecs ils venaient de Bordeaux, de Lille, Oui. peu importe la couleur de T'es peau, français, t'es français, t'es content. solidarité. Tu vois, parce que bah, tu te retrouves dans un pays où t'es pas prêt à avoir des Français. Et donc, forcément, il y a un sentiment de solidarité qui s'installe automatiquement. Mais c'était assez court. On n'a pas Et- trop eu le temps de parler. Et On j'aimerais n'a pas aussi trop eu que le tu temps de nous parles discuter. un endroit qui est important aussi pour toi dans cette histoire, c'est le QG. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer le QG et ce que ça représentait? Est-ce que tu peux nous décrire le QG? Qu'est-ce que c'est que le QG déjà? Bah, le QG, c'est un peu, moi, je l'ai un peu appelé le point de sauvegarde. Parce que, comme j'ai dit dans ce livre, il y a des voyages. Et à un moment donné, il se passe des choses où systématiquement, bah, tu reviens au point de sauvegarde. Tu vois, et dans un jeu, quand tu reviens au point de sauvegarde, en principe, c'est quand tu meurs. C'est quand la chose, elle se passe pas bien. Donc, tu reviens au point de sauvegarde. Donc, à un moment donné, bah, le QG, ouais, je l'ai appelé comme ça parce que à chaque fois que j'allais dans des endroits, il y a des choses qui se passaient et je revenais à ce point de sauvegarde. Et comme j'ai fait différents pays, il y avait différents points de sauvegarde. Et on va pas tout expliquer parce que voilà, vraiment, je vous recommande d'aller lire le livre parce qu'il y a vraiment des moments incroyables, notamment voilà, des fois des réactions de ce fameux Hugo qui ont été un petit peu voilà, des moments importants aussi de ton aventure. Après, je sais que bon, tu te retrouves aussi en Italie. On va expliquer un petit peu ça en détail. Tu pars aussi en Italie. C'est une autre aventure. Mais on n'a pas encore évoqué cet aspect de hypersensibilité. Et je pense que c'est un point important de Lambda et notamment de toi-même. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'hypersensibilité, s'il te plaît? L'hypersensibilité, je vais essayer de rester sommaire parce que je vais te donner une exclue après cette introduction que tu as fait de l'hypersensibilité. Et également bah, l'autre profil hein, dont on a pu parler, à savoir la perversion narcissique. Donc l'hypersensibilité, je vais essayer d'un peu grossir les traits de façon caricaturale pour rester un peu pédagogique et pour qu'on comprenne, parce qu'on pourrait faire 1 heure sur l'hypersensibilité. T'as raison. Mais c'est un sujet ultra important, parce que des gens peuvent être concernés, et je pense que des gens seront concernés. L'hypersensibilité, moi j'en parle de une spécifiquement. À un moment donné, je t'ai parlé de HPE, haut potentiel émotionnel, qui fait partie des hypersensibilités. Et donc, avant tout, on va revenir sur l'hypersensibilité. C'est, t'as déjà entendu parler de l'oreille absolue? Oui, celui qui peut faire des... Il entend quelque chose et il le refait à... Voilà. Donc, grossièrement parlant, l'oreille absolue est une forme d'hypersensibilité auditive. Ensuite, tu as des hypersensibilités olfactives, tu as des hypersensibilités visuelles, et ensuite, tu as une autre catégorie, sachant que les catégories dont je t'ai parlé, tu as plein d'articles, tu as plein d'études qui s'accordent à dire qu'un Français sur 3 est touché par une hypersensibilité. Donc, encore une fois, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et ensuite, l'hypersensibilité dont je vais te parler, elle est un peu plus rare. On dit qu'elle touche 20% de la population mondiale.
C'est le fameux HPE, haut potentiel émotionnel, qui est une hypersensibilité liée aux émotions. Et comme pour les autres hypersensibilités, cette personne-là, elle perçoit des émotions à outrance, en triple, tu vois. Et cette même hypersensibilité, elle est soit au niveau de la sensibilité, soit au niveau de l'empathie. On appelle ça les super empathes ou les ultra sensibles. Et tu peux être les deux. Comment on peut reconnaître, par exemple, un hypersensible? Quelqu'un qui réfléchit à outrance, en avoir des maux de tête. Tu as des gens qui se savent hypersensibles et des gens qui ne savent pas qu'ils sont hypersensibles. Et c'est pour eux, limite, que j'ai envie de parler de ça, parce que celui qui ne se sait pas hypersensible, il reçoit tout plein d'émotions. Comme je te dis, c'est des ultra-empathes. Et il se sent un peu marginalisé. Il sent des choses que les gens ne sentent pas, donc il se dit, est-ce que c'est moi qui suis fou? Pourquoi je suis aussi sensible que ça? Je ne dois pas le montrer, puisque de nos jours, c'est des choses qu'il ne faut pas montrer. Bon, là, on en parle de plus en plus, c'est déjà bien. On peut aussi les voir par leur créativité. Ils ont un aspect créatif, ils ont un aspect où ils peuvent sentir les choses mieux que d'autres. Ça, c'est toutes Une ces... intuition. une intuition particulière, un sens de l'observation particulier. On ne sait pas si c'est inné, mais c'est très profond. Ce genre de personnalité-là, quand il se sent en marge, quand c'est trop, quand les pensées se développent trop, ils ont envie de les cesser. Donc, ils peuvent penser à de mauvaises choses, ce qu'on appelle des idées noires, des idées sombres. Et moi, j'ai repéré des profils d'hypersensibles que tu vas peut-être connaître quand je vois des artistes, etc. Je pense à Jams. Jams, il y a de fortes chances, à 95%, que c'était une hypersensible. Je pense à Stromae. À 95%, c'était un hypersensible. Je peux même te sortir un exemple d'un footballeur, et j'invite les gens à aller voir une interview de lui ou un documentaire de lui, parce qu'on a déjà eu un certain Kevin Hanin. Bien sûr. De l'OGC Nice. l'OGC Nice, c'est Le Havre. Exactement. Que les gens aillent regarder un documentaire, et dans sa manière d'être, ça révèle... Ça lui a joué des tours, des fois, malheureusement. Ça, tu vois, ça, c'est des profils hypersensibles. Et en fait, tu vois, ma question dans ça, c'est, maintenant qu'on a ces profils-là, le football, comment doit se comporter le football par rapport à ces profils-là, ou comment ces profils-là doivent se comporter par rapport au football, même par rapport au coach. Comment faire, en fait, tu vois? Ça Est-ce que c'est un frein pour un joueur d'être hypersensible, tu penses? C'est un frein s'il ne le sait pas. C'est pour ça que, je vais te donner l'exclu, c'est que je suis en train d'écrire un livre sur ces trois profils-là, à savoir hypersensibilité, perversion narcissique et personne toxique. Et du coup, par rapport au football ou en général? En général. Ton livre, c'est... En général, en fait, si tu veux, ça va être un recueil qui va permettre que lorsque tu le lis, tu arrives un peu plus précisément à savoir de quel type est cette personne, si c'est les profils qui sont identifiés dans le livre, quoi. Ok, et en ce qui concerne le pervers narcissique, ça va falloir qu'on en parle aussi, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, très très mal utilisé. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, donner ta définition pour toi du pervers narcissique? Encore une fois, pour moi, c'est un sujet vital. Mais clairement, je ne mâche pas mes mots. Pour moi, il y a 3 issues à la rencontre d'un pervers narcissique. Il y a fuir, mais lorsque tu as fui, il y a des dommages collatéraux énormes, parce qu'en fait, il est déjà passé par là. Ensuite, il y a la mort ou la prison. C'est très fataliste ce que je vais te dire, hein. Mais c'est en lien avec le début de mon histoire. Si on peut revenir dessus, le début de mon histoire, c'est assez percutant. Tu vois, Moi, j'aimerais bien que tu expliques le début de ton histoire. Parce que c'est vrai que c'est la première page t'attrape. En fait, concrètement, la première page de ton livre t'attrape. C'est ça. En fait, si tu veux, cette première page-là, elle est en lien avec les 3 issues dont je t'ai parlé. Avec un pervers narcissique, ça ne peut pas finir autrement que d'être dans des scènes comme ça. Là, donc, pour revenir sur cette scène-là, c'est une scène assez un peu malaisante, tu vois, où tu te dis, est-ce que je suis dans un livre de foot? Et en fait, j'ai un peu fait comme les séries pour le coup. Ce début d'histoire-là, c'est en fait la fin de l'histoire. Et on arrive petit à petit à comment on est arrivé dans cette fin de l'histoire. Donc, c'est assez... c'est assez violent. Jerry James XY, voilà, c'est ça? Voilà. Donc, c'est un peu... Et pour revenir donc, du coup sur le pervers narcissique, pourquoi en fait il est utilisateur, pour reprendre tes termes? Parce qu'il est souvent confondu, c'est en lien avec le livre que je sors, avec la fameuse personne dite personne toxique.
Et c'est ce qui parasite un peu le côté pervers narcissique. On n'arrive pas spécialement à les distinguer. Mais après, justement, dans le livre que j'écris, j'essaie de montrer ce qui les différencie. Mais justement, est-ce que tu peux nous donner la différence entre un pervers narcissique et une personne toxique? Ouais, bah, tu sais, on va faire cette différence-là parce que plus on va la faire, mieux ça va nous permettre de nous rapprocher vers le profil dit pervers narcissique. Déjà, je peux comprendre pourquoi il y en a qui les confondent. Parce que elles ont les mêmes méthodes, mais il y a quand même des degrés différents. Pour l'un comme pour l'autre, ils ont des degrés différents. Pour l'un comme pour l'autre, ils ont des profils eux-mêmes différents, parce que les profils ils peuvent varier entre comment dire, un frère, une sœur, un parent, n'importe Oui, un quoi, garçon, une fille. pour l'un comme Ouais. pour l'autre. Et ensuite, bah, les deux, ils passent sous les radars. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas tout de suite. Par contre, la personne toxique, on la voit plus rapidement. Pourquoi? Parce que elle adopte des comportements un peu exécrables et que ça se repère assez vite, notamment pour une personne toxique au travail. Ça se repère assez vite. Par contre, le pervers narcissique, c'est plus fourbe. C'est plus fourbe parce qu'il se connecte, si tu veux, à toi, à ton univers, à ton énergie. Petit à petit, on va prendre un cas de figure, comme je t'ai dit, un peu grossier. Un pervers narcissique homme vis-à-vis d'une femme. Donc on va dire que cette femme-là, elle est solaire. Elle a de l'énergie, etc. Donc en fait, lui, il va se caler par rapport à son énergie. Lui aussi sera solaire. Il va se positionner comme quelqu'un qui la comprend. Ensuite, il va se positionner comme quelqu'un qui est essentiel, qui est nécessaire, au point qu'elle-même, elle va finir par croire que sans lui, elle ne peut rien. Ensuite, il va séduire ses amis, il va séduire sa famille, il va séduire tout son entourage. Pourquoi il fait ça? De sorte à ce que si jamais il y a un problème, tout le monde va dire, c'est pas lui le problème, c'est toi. En fait, il y a tout un stratagème. Le but, si tu veux, du pervers narcissique et de la personne toxique, il est différent, de par leur recherche. La personne toxique, elle recherche une cible. Une cible qui sera capable de pouvoir encaisser ses comportements exécrables. Le pervers narcissique, il recherche une proie. Et cette proie, à terme, elle deviendra sa chose, de sorte à ce qu'il puisse la détruire mentalement, physiquement, dans tous ses aspects, et éteindre cette fameuse lumière, ce côté solaire dont je t'ai parlé. Et la raison, si tu veux, de vivre, ça qui est différent par rapport à la personne toxique, la raison de vivre d'un pervers narcissique, si tu veux, c'est d'éteindre la personne qu'il a en face de lui. C'est comme l'histoire dont j'avais entendu parler dans le film de Kerry James, où tu as un serpent qui raconte une grenouille et ils doivent traverser une rivière. Et le serpent il dit, est-ce que un scorpion. Le scorpion dit, est-ce que je peux monter sur ton dos? La grenouille a dit, je veux pas. Et il dit, ouais, mais si tu veux pas, on va mourir toi et moi. Donc la grenouille a dit, ok, je te porte. Mais si tu me piques, on va couler, et toi, vu que tu sais pas nager, toi aussi tu vas mourir. Et les deux, ils traversent. Et hop, la grenouille se fait piquer. Et ils sont en train de couler. Et la grenouille dit au scorpion, mais pourquoi tu m'as piqué? Il dit, c'est dans ma nature. Et ça, c'est le pervers narcissique. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y avait trois issues. Et moi, avec mon livre que je suis en train d'écrire, que je t'ai dit en annexe, ben, j'essaie d'apporter une quatrième issue, à savoir permettre de reconnaître ces profils-là, de sorte à ne pas tomber dans les trois autres issues précédentes, qui est, comme je te l'ai dit, la mort, la prison ou les dommages collatéraux. En tout cas, c'est super intéressant et je pense que voilà, ça va permettre à beaucoup de monde de pouvoir au moins se faire une idée plus précise de ce mot qui est très, très, très largement utilisé par tout le monde et qu'on a l'impression qu'on a des pervers narcissiques à chaque coin de rue, à chaque coin de table. Et je pense que c'est intéressant. Et et c'est important. c'est pour ça que là, je t'ai dit, j'ai pris vraiment des exemples grossiers, parce que vraiment, pervers narcissique, on peut faire 1 heure sur le sujet, tu vois. Donc, donc voilà, le but, c'était de donner des exemples juste pour se faire une idée de façon un peu pédagogique. Entre guillemets, parce que toi, tu dis que c'est compliqué de le voir. Mais forcément, quand tu vis avec un pervers narcissique et qu'il y a ces genres de situations-là, Ouais. la personne commence à se rendre compte à un moment donné quand même qu'il y a ça. Tout ce qu'il va utiliser comme méthode, jusqu'à pleurer, tout ce qu'il va faire, c'est pour te garder sous son emprise. C'est-à-dire que une fois que tu vas commencer à douter des choses, parce que ça, il le sait à un moment donné, c'est pour ça que je te dis qu'il met tout en place, tu sais, ta famille, etc., la toile. Et à un moment donné, ce qu'il va faire, c'est que, il va aller voir ta famille et il va leur parler en leur disant que par exemple, toi, tu as des problèmes avec eux. Et ensuite, il va te voir toi, il va dire, eux, ils ont des problèmes avec toi. Donc, il va t'isoler.
Tu vois, donc ça se passera que entre vous. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser toutes les méthodes nécessaires jusqu'aux pleurs. Et toi, tu vas dire, ah non, finalement, il a de l'estime pour moi. Ça, c'est hyper important et je le dis. Tout ce qu'il va faire, c'est pour te garder sous son emprise. Vraiment. C'est fou, mais il y a beaucoup de noms qui rentrent. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il y a beaucoup de noms là qui passent. Ah ouais, Je sais pas si c'est normal, mais j'ai c'est- beaucoup de noms qui arrivent. Et quel impact t'aimerais que Collision a sur les gens qui le lisent? ben, déjà qu'ils s'en servent comme outil. Après, moi, j'ai pas peur de le dire. On m'a déjà demandé, le mental, il représente combien de pourcents pour toi pour un footeux? Pour moi, il représente 85, voire 90%. Parce que de base, tout part du cerveau pour diriger le corps. Donc, il faut avoir un bon mental et faut être résilient, faut continuer dans les efforts de façon interminable jusqu'à réussir jusqu'à parvenir à ton projet final. Et je le dis, lire Collision, c'est faire 70% du travail. Je le dis et je l'affirme, vraiment. Donc, quand on vous dit que ce livre-là, les gars, celui qui veut pas le prendre, là, c'est son problème. En tout cas, moi, je pense que ça a été très, 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 très intéressant pour nous. Et merci encore de nous avoir donné ton temps pour pouvoir faire, en tout cas, faire cet échange-là. Je pense que c'est super important de pouvoir aussi accompagner, que ce soit les joueurs, les parents et les gens qui sont un petit peu... Je pense qu'on est tous des lambda, en fait. Je pense que le nom de ton personnage, il est très bien choisi parce que il y a tellement de joueurs qui ont envie d'être, qui font ce que Lambda a fait. Donc voilà, je trouve que l'échange, il est très intéressant. Je vous le dis, n'hésitez pas, venez en commentaire. On va tout vous mettre dans la description. Il y aura les liens pour aller récupérer le livre. Donnez-nous aussi votre avis sur l'échange qu'on a eu aujourd'hui en termes de perversion narcissique, sur tout ce qui a été dit aujourd'hui. On lit tous vos commentaires, on va répondre à tout. Ceux qui veulent aller sur la page aussi, les pages de Monsieur Lambda, je vais le laisser aussi l'expliquer. Allez, tu vas nous donner un petit peu aussi ta page et ton actualité aussi. Alors, la page, c'est Collision by Lambda, tout attaché. Et ensuite, on a by Lambda tout court, BY-8 Lambda. J'ai encore rien mis parce qu'en fait, je suis en train de renouveler tout ce que je suis en train de faire au niveau des accompagnements, etc. Donc, ils peuvent me contacter sur n'importe quel compte. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à l'échange d'aujourd'hui et la promotion de ton livre? Pour la promotion de mon livre, oui, mettez des commentaires sur Amazon. J'ai reçu pas mal de messages, mais ce serait bien qu'ils atterrissent sur Amazon, n'oubliez pas. Et ensuite, ben, pour tous ceux qui ont pu se reconnaître, si les gens ont été peut-être touchés par ce que j'ai pu dire, n'hésitez pas à me contacter pour voir s'il y a possiblement un accompagnement qui est possible à faire. Et même des agences, comment on appelle ça, des agents, s'ils pensent que je peux faire en sorte que leurs joueurs performent encore plus par le biais du mental, n'hésitez pas à me contacter, on sait où me trouver. C'est vrai que c'est super intéressant quand on aime, on lit des livres, on voit des séries, mais les séries, elles sont faites par d'autres personnes. Là, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est comme nous, c'est nous-mêmes. Moi, je me vois devant mon invité. Pour moi, tu vois, c'est valorisant de pouvoir valoriser quelqu'un comme lui parce que voilà, il a pris son courage, il l'a bien fait, je peux vous le dire. Franchement, le livre, vous allez le boire, comme on dit chez nous. Vous allez le boire, le livre. Et n'hésitez pas, encore une fois, comme je vous dis, à mettre la cloche sur les comptes, tous les comptes Rectangle TV, que ce soit sur Insta, TikTok, YouTube. Si vous avez besoin de nous poser des questions pour aller vers Lambda, on vous donnera tous les liens possibles, il n'y a aucun problème. Soit vous passez par moi, soit vous passez par lui. Donc, il n'y a pas de souci. Merci encore, comme je vous dis, de nous suivre tout le temps. À chaque fois qu'on vous fait du contenu, on reçoit énormément de messages. Enfin, je reçois énormément de messages parce que du coup, ce n'est pas encore une équipe. Mais c'est vous à changer. Donc, on se revoit très, très vite parce qu'il nous a donné beaucoup d'exclus et on aura beaucoup, beaucoup d'autres choses qui vont arriver. Merci et à très vite, les gars.